Simone Signoret, Rome at the top! Le 4 avril 1960, Simone Signoret monta sur la scène des Oscars à Los Angeles. Entre ses mains, elle tenait la statuette dorée, la première jamais reçue par une actrice française. Les flashs crépitaient. Le monde entier la regardait. C'était l'apogée de sa carrière, c'était le moment pour lequel elle avait enduré, l'occupation, les listes noires, les refus de visa, les années d'attente. Cette même semaine, son mari était resté à Hollywood avec une autre femme. Elle le savait. Elle ne dit rien. Pendant 25 ans, jusqu'à sa mort en 1985, Simone Signoret ne parlera jamais publiquement de ce qu'elle a ressenti ce soir-là. Ni ce soir-là, ni les semaines qui suivirent, ni pendant les années qui transformèrent son visage et inspirèrent les plus grands rôles de sa carrière. Dans ses mémoires, publiées 16 ans après les faits, elle choisit une seule phrase pour exprimer tout ce qu'elle ne pouvait dire. Peu, être éprouve-je la nostalgie de souvenirs inassouvis. Une seule phrase, pour toute une vie de silence. Ce soir, nous allons raconter ce que Simone Signoret n'a jamais dit, ni par les rumeurs, ni par la presse à scandale, mais grâce aux archives, aux témoignages de ceux qui étaient présents et aux mots qu'elle a elle-même soigneusement choisis pour éviter de dire la vérité sans jamais mentir. Une autobiographie dont le silence est plus éloquent que les mots. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord voir Simone Signoret, là où tout a commencé, non pas à Hollywood, ni devant les caméras américaines, mais dans un théâtre parisien, un soir de 1954, lors d'une pièce écrite par l'homme, dont la femme allait, 6 ans plus tard, bouleverser sa vie. Paris, 1954. Au théâtre Sarah Bernhardt, une femme entre en scène, dans le rôle de la sorcière Elizabeth Proctor, dans une pièce d'Arthur Miller, mise en scène pour la première fois en France. La salle est comble. Dans les rangées du fond, des intellectuels, des journalistes, des gens du cinéma qui ont entendu parler de cette actrice depuis des années. Elle n'est pas grande, elle n'a pas la beauté froide que Hollywood fabrique à la chaîne. Ce qu'elle a, c'est autre chose. Quelque chose que les caméras capturent mal et que seul le regard humain saisit vraiment, une présence qui occupe l'espace entier, sans jamais forcer. Ce soir-là, dans ce théâtre, à côté d'elle sur scène, l'homme qu'elle aime joue le mari de son personnage. Ils s'appellent Simone Signoret et Yves Montand. Et ils ne le savent pas encore, mais cette pièce d'Arthur Miller, cette histoire de sorcière et de trahison, dans une Amérique puritaine, va les conduire directement vers l'homme qui l'a écrite. Simone Signoret n'est pas née. Dans le monde du cinéma, elle est née à Wiesbaden, en Allemagne, en 1921, fille d'un interprète juif polonais qui travaillait pour la Société des Nations. Son vrai nom, Simone Kaminker. Les noms Signoret, elle l'apprit de sa mère, française et catholique. Ce choix de porter le nom maternel plutôt que le nom paternel n'est pas anodin. Toute sa vie, Simone Signoret sera une femme qui choisit ce qu'elle montre et ce qu'elle cache. Pendant l'occupation, elle a 10 à 9 ans et son père est en fuite. Elle prend un travail de dactylo dans un journal collaborationniste pour nourrir sa famille. Elle fréquente en parallèle le Café de Flore. Ce carrefour de Saint-Germain-des-Prés, où l'intelligentsia parisienne résiste à sa façon, par les mots, par les idées, par la chaleur humaine dans le froid de l'occupation. C'est là qu'elle rencontre Jacques Prévert, Marcel Carné, les artistes qui feront le cinéma français d'après-guerre. C'est là qu'elle décide de devenir actrice. Ce glissement entre le journal collaborationniste et le Café de Flore, entre la nécessité et la conviction, restera en elle comme une mémoire secrète. Elle en fera plus tard une pudeur particulière, ne jamais juger trop vite, ne jamais condamner sans comprendre. Sa carrière démarre dans des rôles de fille de joie ou de femme à la marge. Dans Casque d'or de Jacques Becker, en 1952, elle incarne une demi-mondaine, au regard de louve et au cœur d'enfant. Une femme pour qui l'amour est la seule vraie liberté, même si cette liberté coûte la vie. Le film est un chef-d'œuvre. Les critiques le saluent. Le public l'adopte. Et pourtant, pendant toutes ces années de gloire naissante, une porte reste fermée, la porte de l'Amérique. Hollywood la veut. Elle le sait. Mais l'Amérique de 1957 est une Amérique qui a peur. Le sénateur McCarthy est passé sur le monde du spectacle comme un incendie. Les listes noires circulent. Et Simone Signoret, avec son mari Yves Montand, a commis l'irréparable aux yeux du département d'État américain. Ils ont voyagé à Moscou. Ils ont chanté pour des travailleurs soviétiques. Ils ont signé des pétitions contre la guerre, contre l'injustice, contre les exécutions des Rosenberg.
En 1957, le gouvernement américain leur refuse le visa, officiellement. Par écrit, il y a dans ce refus quelque chose d'absurde et de révélateur à la fois. Car ni Signorette ni Montand n'ont jamais adhéré au Parti communiste. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir cru qu'un monde plus juste était possible, cru que l'art avait une responsabilité, une croyance, un visa refusé pour une croyance. 2 ans plus tard, en 1959, la situation change. McCarthy est mort. La chasse aux sorcières s'essouffle. Washington daigne leur notifier qu'il a le droit de les refuser, mais qu'il choisit de ne pas l'exercer. Cette formulation bureaucratique, froide et humiliante, sera la façon dont l'Amérique s'excusera de les avoir bannis. Signoret notera cette nuance avec la précision d'une femme qui n'oublie rien. C'est par la Grande-Bretagne qu'elle entre finalement dans la cour des grands. Room at the Top, un film de Jack Layton, sorti en 1959. Elle y joue Alice Esgill, une femme mariée, amoureuse, condamnée d'avance par une société qui n'a aucune miséricorde pour les femmes qui aiment de travers. Sa performance est d'une justesse bouleversante. Cannes lui donne le prix d'interprétation féminine. La presse internationale s'arrête et Hollywood, qui lui avait claqué la porte au nez 2 ans plus tôt, lui envoie une invitation. Une invitation dorée avec son nom gravé dessus. Elle a 38 ans. Elle sera la première actrice française à gagner l'Oscar. Ce que personne ne sait encore, ce que personne ne pourra savoir ce soir-là de la cérémonie, c'est que Nina Simone, la chanteuse américaine, qui va bientôt révolutionner le jazz et les droits civiques, a choisi son prénom de scène en hommage à elle. Simone, pour l'actrice française. Une femme qui traverse les frontières sans demander la permission, qui entre dans les grands rôles par la petite porte, et qui laisse derrière elle une trace dans les noms que d'autres choisissent pour exister. Mais en janvier 1960, Simone Signoret et Yves Montand sont à Hollywood. 2 Français un peu intimidés, beaucoup excités, portés par le sentiment rare que leur moment est enfin arrivé. Ils viennent dîner, sourire, conquérir. Ils ont décidé de faire confiance à l'Amérique. Une 2e fois, ils ne savent pas encore à quel prix. Janvier 1960. Les 2 couples se rencontrent pour la première fois dans un hôtel de Beverly Hills. 4 personnes à l'apogée de leur art, 4 personnes qui se reconnaissent mutuellement sans s'être jamais vues. Montand vient de triompher sur les scènes de Broadway et de San Francisco. L'Amérique l'a découvert comme chanteur, avant de le vouloir comme acteur. Miller est l'auteur du Pont de Brooklyn, des Sorcières de Salem, de Mort d'un commis voyageur, le dramaturge vivant le plus respecté du pays. Et Monroe. Monroe S. Monroe, ce que l'on voit de l'extérieur, 2 couples solides, 2 histoires d'amour qui ont résisté à tout, à la politique, à la gloire, aux années. Ce que l'on ne voit pas encore, les fissures invisibles que la pression de Hollywood creuse dans chaque couple depuis des mois. Miller s'éloigne. Il écrit peu, parle moins. Il observe sa femme s'effondrer doucement sous le poids de sa propre légende et ne sait plus comment la retenir. Monroe, elle, a peur. Une peur précise, clinique, formulée dans son journal intime, avec une honnêteté qui fait mal à lire. Elle a peur qu'on lui donne de nouveaux textes, qu'elle ne sera pas capable d'apprendre. Elle a peur que les gens rient. Elle a peur d'être renvoyée au néant d'où Hollywood l'a tirée, et qu'elle sait, au fond d'elle, être toujours là, juste derrière le rideau. Simone Signoret voit tout cela. Elle a cette capacité, cette intelligence émotionnelle particulière, que ses rôles au cinéma ont développé jusqu'à l'extrême, de lire les gens sous leur surface. Monroe leur parle. Elle se retrouve seule parfois, pendant que les hommes travaillent, et Monroe lui confie ce qu'elle ne peut dire. À personne d'autre, pas à son mari, pas à ses agences. À cette Française qu'elle connaît depuis quelques semaines, et qui, pour une raison qu'elle ne saurait pas expliquer, l'écoute sans juger. C'est un détail que l'histoire officielle a presque toujours oublié de raconter. Car dans la version connue de cette histoire, la version Montand, la version Hollywood, Simone Signoret n'est qu'une épouse trompée, un personnage secondaire dans une idylle entre 2 stars. Mais la réalité de ces mois de janvier à septembre 1960 est plus complexe et plus cruelle. Simone Signoret était l'amie de Marilyn Monroe. Elle l'écoutait, elle la soutenait. Et ce lien, cette confiance accordée entre 2 femmes, dans une industrie qui ne leur en laissait guère le temps, allait être brisée d'une façon que Signoret ne pourrait jamais nommer publiquement sans tout perdre. Hollywood, en 1960, n'est plus la machine omnipotente des années 30 et 40.
Le studio système s'est fissuré depuis la décision antitrust de 1948 qui a forcé les majors à vendre leurs salles de cinéma. Les acteurs ne sont plus des propriétés contractuelles des studios. Ils ont, en théorie, le droit de choisir leur rôle, de négocier, de refuser. Mais cette liberté nouvelle s'accompagne d'une exposition nouvelle. Plus de systèmes de protection, plus de bureaux de presse du studio pour gérer les scandales. Quand quelque chose explose dans la vie privée d'une star en 1960, elle explose seule, devant les caméras du monde entier. Signoret et Montand n'ont pas de bureau de presse américain. Ils n'ont pas de contrat de studio qui les protège. Ils sont des étrangers des Français, accueillis par courtoisie, adulés par la presse culturelle, mais sans filet. Quand la tempête arrive, ils seront sans abri. Et la tempête, à ce stade, approche déjà. Elle approche sous la forme la plus banale qui soit, deux personnes laissées seules trop longtemps. Arthur Miller quitte Hollywood pour New York. En mars 1960. Il part seul. Monroe reste sur le tournage de Let's Make Love. Le film qu'elle a elle-même voulu faire avec Montand, le film dont le scénario a été écrit par son propre mari, Simone Signoret, elle, a ses propres engagements en Europe. Elle repart peu après. Les deux Français qui étaient arrivés ensemble à Hollywood se retrouvent soudainement de chaque côté de l'Atlantique. Montand reste, avec Monroe, sur un plateau de cinéma, dans la ville la plus surveillée du monde. Ce qui se passe ensuite, la presse américaine le raconte en temps réel, avec l'appétit de charognard qu'elle réserve aux grandes histoires d'amour dévastatrices. Les photographes les suivent. Les journaux titrent « Le couple Montand-Monroe fait la une, pas seulement aux États-Unis, mais en France, en Italie, dans toute l'Europe. » Simone Signoret, à Paris ou en tournage, lit les mêmes journaux que tout le monde. Elle voit les mêmes photos. Le 4 avril 1960, à Los Angeles, Simone Signoret monte sur la scène de la cérémonie des Oscars. Elle porte une robe longue. Elle tient la statuette dans ses mains. C'est la première fois qu'une actrice française reçoit cet honneur. Les flashs crépitent. Le monde regarde. Dans la même semaine, Arthur Miller est rentré à New York. Seul. Les nouvelles arrivent par les journaux. Pas par une lettre. Pas par un appel téléphonique. Par les journaux, ces mêmes journaux que Simone Signoret a appris à lire pendant l'occupation, quand chaque ligne imprimée pouvait cacher un mensonge ou une vérité qu'on n'avait pas le droit de dire. Le titre est là, la photo est là. Montand et Monroe. Monroe et Montand. Elle est lite, elle est relite. Elle range le journal. La liaison est réelle. Elle dure depuis les premières semaines du tournage. La presse américaine l'a d'abord chuchotée, puis affirmée, puis célébrée, avec cette façon particulière qu'ont les tabloïds de transformer la douleur des autres en divertissement. En France, les journaux reprennent. En Italie aussi. Le monde entier est au courant avant que Simone Signoret ait eu le temps de décider ce qu'elle allait ressentir. Ce détail mérite qu'on s'y arrête, parce que dans toutes les histoires de trahison, il y a un moment, un seul, où la personne trahie apprend la vérité. Ce moment appartient à cette personne. C'est le seul espace privé qui lui reste. Simone Signoret n'a pas eu ce moment. Elle a appris ce que tout le monde savait déjà. Elle a été la dernière informée de sa propre humiliation. Il y a une chose que l'histoire officielle de cette liaison n'a presque jamais racontée. Une chose qui change tout, qui change la nature de la trahison, qui en double le poids d'une façon que même les gens les plus proches du couple ont mis des années à comprendre pleinement. Dans les semaines qui précèdent le début de la liaison, Marilyn Monroe cherche une amie, pas une confidente professionnelle, pas un agent ou un médecin. Une amie, quelqu'un qui l'écoute sans agenda. Elle est fragile à ce moment-là d'une façon que son entourage professionnel préfère ne pas voir, parce que la fragilité de Monroe ralentit les tournages et coûte de l'argent. Elle a peur. Elle écrit dans son journal qu'elle a peur, qu'on lui donne de nouveaux textes, peur de ne pas être capable de les apprendre, peur que les gens rient d'elle, peur d'être renvoyée au néant. Chez verse Simone Signoret, quelle se tourne. Signoret l'écoute. Signoret est là. Signoret, qui a survécu à l'occupation, aux listes noires, au refus de visa, qui a construit sa carrière contre les courants dominants de chaque décennie, comprend quelque chose à la survie que Monroe ne sait pas encore nommer. Elle parle. Peut être pas longtemps. Peut être seulement quelques fois. Mais elle parle d'une femme à une autre, dans une industrie qui n'a jamais vraiment su. Quoi faire des femmes qui pensent trop. Et puis Montand est resté. Voilà le cœur de cette histoire. Pas la liaison elle-même. Les liaisons hollywoodiennes sont aussi vieilles que Hollywood. Ce qui est particulier ici, ce qui fait de cette trahison-là une trahison d'une nature différente, c'est que Simone Signoret était l'amie de Monroe.
Elle connaissait la peur de Monroe. Elle avait reçu la confiance de Monroe. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte précis, d'une amitié naissante entre deux femmes, que son mari a choisi Monroe. Elle est trahie 2 fois, par l'homme qu'elle aime depuis 10 ans, et par la femme qui lui avait fait confiance. Reculons un instant, sortons du Beverly Hills Hotel, sortons des manchettes des journaux, et regardons le tableau plus large. 1960 est une année où une femme trompée a exactement 2 options, partir ou se taire. Partir signifie donner raison à ceux qui ont toujours pensé que le couple Signoret-Montand était trop idéologique pour être réel, trop intellectuel pour être solide. Partir signifie devenir une anecdote dans la biographie de Montand, sa première femme. Partir signifie abandonner 20 ans de construction commune, de films, de combats politiques, de ce couple mythique que la France entière a projeté comme un idéal. Se taire signifie avaler. Avaler devant les journalistes qui appellent. Avaler devant les amis communs qui ne savent pas quoi dire. Avaler devant la photo de Monroe et Montand qui restera dans les archives pour toujours. Simone Signoret choisit de se taire. Mais c'est un silence actif, pas une capitulation. C'est la décision d'une femme qui a calculé exactement ce que chaque option lui coûte et qui a choisi la seule qui lui permette de rester debout sur ses propres termes. Montand rentre en France. À la fin du tournage, il fait des déclarations à la presse. Il dit, et cette phrase restera, qu'il n'a pas envisagé une seule seconde de quitter sa femme. La presse américaine rapporte une autre formule, plus assassine. Il aurait qualifié la liaison d'amourette de petite fille. Montand contestera cette formulation jusqu'à la fin de sa vie. Selon les témoignages de l'époque compilés par les journalistes qui couvraient l'affaire, la phrase a bien été prononcée ou quelque chose de très proche. Monroe, qui lit les journaux elle aussi, ne se remet pas de cette formulation. Pas de la liaison qui se termine, des mots qui la résument. Monroe essaye de revoir Montand. Il refuse, plusieurs fois, poliment, puis fermement. Monroe meurt 2 ans plus tard, le 4 août 1962. Elle a 36 ans. Simone Signoret ne dit rien de public. À la mort de Monroe, pas un communiqué, pas une interview, rien. Dans les archives de l'époque, on ne trouve pas une seule déclaration de Signoret. Sur la mort de Monroe, alors que le monde entier parle, analyse, commente, pleure, accuse, elle se tait avec la même précision qu'elle a mise à se taire 2 ans plus tôt. Ce silence-là non plus n'est pas une absence, c'est une présence d'une autre nature. Et dans ce silence, quelque chose commence à changer dans le corps de Simone Signoret, quelque chose que ceux qui la connaissent remarquent sans savoir comment le nommer. Les gens qui ont connu Simone Signoret, dans les années qui suivent 1960, parlent tous d'une même chose, avec des mots différents. Certains disent qu'elle a vieilli trop vite. D'autres disent qu'elle a changé. D'autres encore les plus proches, les plus honnêtes, disent qu'elle a choisi de changer. Que ce vieillissement n'était pas subi mais décidé, quelque part, dans cette partie d'elle-même, où les grandes décisions se prennent sans qu'on les formule jamais vraiment. Elle fume plus, elle boit plus. Pas de façon spectaculaire, pas les crises publiques, pas les scandales de plateau. Doucement, régulièrement, comme quelqu'un qui a trouvé une façon d'atténuer quelque chose, sans jamais avoir à nommer ce quelque chose. En 1969, 9 ans après Hollywood, elle tourne Le Shad avec Jean Gabin. Elle a 48 ans. Sur l'écran, elle en paraît 70. Le maquillage ne l'a pas vieilli. C'est elle qui a amené son visage jusqu'au rôle, qui a offert au personnage ce que le temps lui avait donné. Les critiques sont déconcertées. Le public est déconcerté. Une actrice qui avait été l'un des plus beaux visages du cinéma européen est là, devant eux, et elle n'a pas cherché à cacher une seule ride. Ce choix, parce que c'est un choix, est à contre-courant de tout ce que Hollywood lui a appris sur ce que doit faire une femme avec le temps qui passe. Hollywood, en 1960, a des clauses de moralité dans ses contrats. Hollywood fabrique des visages et exige qu'ils restent conformes à ce qu'ils étaient, au moment de la signature. Hollywood punit les femmes qui vieillissent en leur retirant les rôles, puis en les retirant du monde. Simone Signoret fait l'inverse. Elle prend le vieillissement et elle l'utilise. Elle en fait un outil, une arme, même. Selon Patricia de Maio, dont la biographie de référence, publiée en 2014 par Johns Hopkins University Press, est la source la plus documentée sur cette période, nombreux sont ceux dans l'entourage de Signoret, qui ont attribué cette transformation physique accélérée à la trahison de 1960, à la façon dont le corps absorbe ce que l'esprit refuse d'exprimer.
De Maio écrit que Signoret a enduré cette perception dans le silence, la perception d'une femme brisée par une infidélité, tout en démontrant une capacité remarquable à se réinventer. Ces deux choses sont vraies en même temps. Elle est blessée, et elle est en train de construire quelque chose de nouveau, à partir de cette blessure, quelque chose que personne d'autre n'aurait pu construire à sa place. Le chat lui vaut les éloges les plus profonds de sa carrière. La veuve Couderc, La vie devant soi, pour lequel elle remporte un deuxième César, viennent confirmer que cette actrice, qui semblait avoir disparu derrière une épouse trahie, est en réalité en train de faire les plus grands films de sa vie. Les rôles qu'elle joue dans ces années-là sont des femmes marquées, des femmes qui ont traversé quelque chose d'irréparable et qui continuent quand même. Des femmes qui portent leur histoire dans leur corps sans chercher à la dissimuler. Il n'est pas difficile de voir le lien. Montand, lui, continue sa carrière. Il tourne Zeta de Costa Gavras en 1969. Il est nommé au César. Il redevient une star internationale. Le couple reste ensemble jusqu'à la mort de Signoret en 1985. 34 ans de mariage en tout. La presse française célèbre régulièrement leur longévité comme une preuve d'amour. Un couple mythique, dit-on. Un couple qui a tout traversé. Ce que cette formule ne dit pas, c'est ce que tout traverser signifie concrètement pour la personne qui a traversé sans jamais pouvoir en parler. Car Simone Signoret ne parlait pas. Pas de 1960. Pas de Monroe, pas de la liaison. Jamais en interview. Jamais en conférence de presse. Quand les journalistes posent la question, et ils la posent régulièrement, pendant 25 ans, elle répond à côté, ou elle sourit, ou elle change de sujet avec ce talent particulier qu'ont les gens très intelligents de rendre la conversation plus intéressante dans une autre direction. Une seule fois, lors d'un entretien dont les archives existent, elle dit quelque chose qui ressemble à une ouverture. Elle dit qu'elle ne lui en a jamais voulu, à Monroe. Pas à Montand, à Monroe. C'est Monroe qu'elle absout. Et dans cette absolution-là, dans ce choix de nommer Monroe et pas Montand, il y a quelque chose d'énorme, qui est dit sans être dit. 6 ans après Hollywood, Simone Signoret publie ses mémoires. Elle les appelle « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Le titre est une variation sur une phrase de Stravinsky, transformée en ironie douce amère. Le livre est acclamé par la critique. Il se vend énormément. Il est salué comme une œuvre littéraire à part entière, pas seulement les souvenirs d'une actrice, mais une réflexion sur la mémoire, le temps, l'engagement politique, le cinéma français d'une époque révolue. Dans ce livre, elle parle de Monroe, elle parle de Hollywood, elle parle de mon temps, elle parle de tout, sauf d'une chose. Elle ne parle pas de ce qu'elle a ressenti en lisant ses journaux. Elle ne parle pas de ce que ça fait d'apprendre la trahison par les manchettes. Elle ne parle pas des nuits, entre janvier et septembre 1960, des décisions prises dans le silence, d'une chambre d'hôtel ou d'un appartement parisien, des moments où elle a dû choisir entre partir et rester, entre crier et se taire. Son éditeur, les éditions du Seuil, choisit de mettre en exergue sur la couverture une seule phrase du livre, la phrase qui résume tout ce que Signoret a accepté de dire sur sa propre vie intérieure. Je ne peux pas jurer que j'ai été d'une sincérité totale, en affirmant que je n'ai pas de nostalgie. J'ai peu être la nostalgie de la mémoire non partagée. La mémoire non partagée. Ce qu'elle n'a pas pu dire, ce qu'elle n'a pas voulu dire, ce qu'elle a choisi de garder pour elle seule, dans une vie entière d'engagement public, de prise de position, de paroles données sans compter. Il reste une zone dans cette vie-là, une zone sans lumière, sans témoins, sans archives. Et cette zone a un nom qu'elle n'a jamais prononcé. En octobre 2025, un film sort dans les salles françaises. Il s'appelle « Moi qui t'aimais ». Il raconte l'histoire de Simone Signoret et Yves Montand, leur rencontre, leur amour, Hollywood, Monroe, les années qui suivent. Marina Foïs joue Signoret. Roche Dizem joue Montand. Le film reçoit un accueil considérable. Les critiques parlent d'une histoire d'amour qui a tout traversé. Les spectateurs repartent émus. Mais quelque chose dans cette formulation, une histoire d'amour qui a tout traversé, mérite qu'on s'y arrête une dernière fois. Parce que cette phrase, répétée depuis 65 ans, contient une invisibilité. Elle dit que le couple a traversé une épreuve. Elle ne dit pas qui a porté le poids de cette traversée. Elle ne dit pas ce que traverser a coûté à celle qui n'avait pas choisi de partir en premier lieu. Elle célèbre la solidité du couple, sans jamais demander à quel prix cette solidité a été achetée et par qui. Simone Signoret a payé ce prix.
Elle l'a payé en silence, en rides précoces, en alcool discrète, en rôle de femme marquée, qu'elle jouait avec une précision qui n'était pas entièrement fictive. Elle l'a payé en écrivant un livre entier sur sa vie, sans jamais nommer la chose la plus importante qui lui soit arrivée après l'Oscar. Ce que nous savons avec certitude, elle a reçu la plus haute distinction que Hollywood pouvait offrir à une actrice étrangère, la même semaine où son mari commençait une liaison publique avec la femme la plus célèbre du monde. Ce que nous savons avec certitude, elle a choisi de ne pas partir. Ce que nous savons avec certitude, elle a écrit, 16 ans plus tard, qu'elle avait peu être la nostalgie de la mémoire non partagée et que son éditeur a jugé que cette phrase-là, entre toutes, méritait d'être mise sur la couverture. Ce que nous ne saurons jamais, ce qu'elle a pensé, seule, dans les jours qui ont suivi. Ce qu'elle a dit à Montand quand il est rentré. Si elle a pleuré, et Quend, et devant qui? Si le silence était une force ou une blessure, ou les deux en même temps, ce qui est la réponse la plus probable et la plus humaine. L'histoire de Simone Signoret n'est pas une histoire de victime. Elle a elle-même tout fait pour qu'on ne la lise pas ainsi. Dans le biopic de 2025, la phrase qui résume son personnage est tirée directement de ce qu'elle a toujours montré au monde. Elle a refusé le rôle de victime à une époque où c'était le seul rôle qu'on lui proposait, mais refuser le rôle de victime ne signifie pas ne pas avoir été blessé. Cela signifie avoir décidé que la blessure n'aurait pas le dernier mot, que la blessure nourrirait autre chose, les rôles, les livres, les combats politiques, cette façon particulière de vieillir en face caméra sans demander pardon. En 2025, nous lisons cette histoire différemment qu'en 1960. Nous avons des mots que Signoret n'avait pas. Nous savons nommer ce que signifie apprendre une trahison par les journaux, être la dernière informée de sa propre histoire. Nous savons nommer ce que signifie se taire, non par faiblesse, mais parce que toutes les autres options coûtent plus cher que le silence. Nous savons que traverser ensemble est souvent une formule qui cache un partage inégal du poids. Ce que Signoret a fait entre 1960 et 1985, continuer à tourner, à s'engager, à écrire, à vieillir sans se défendre, ressemble aujourd'hui moins à une résignation qu'à une forme de résistance. Une résistance sans déclaration, sans manifeste, sans conférence de presse. La résistance de quelqu'un qui a décidé que sa vie lui appartenait encore, même après que le monde entier avait cru pouvoir en écrire le scénario à sa place. Le 30 septembre 1985, Simone Signoret meurt à Auteuil-Autouillet, en Normandie. Elle a 64 ans. Yves Montand lui survive 6 ans. Il est enterré à côté d'elle au Père-Lachaise, à Paris, comme ils l'avaient décidé ensemble, à un moment ou à un autre de ses 34 années. En 1986, le cinéaste Chris Marker, qu'il avait connu depuis les bancs du lycée Pasteur, à Neuilly, lui rend hommage dans un documentaire. Il fouille dans ses affaires, s'arrête sur des objets, des images. En voix off, l'acteur François Perrier lit des passages de La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Il ne lit pas la partie sur Marilyn Monroe. Personne n'a jamais su pourquoi.